sommes nés le 23 avril 1985. Imaginez la scène, le roi des sodas, une véritable icône américaine, s'apprête à annoncer une décision qui va secouer le monde entier. Et cette décision, elle ne vient pas de la confiance, non, elle vient de la peur. C'est l'histoire d'une bataille légendaire, une histoire où un empire a vraiment failli s'effondrer. Voilà, ce sont les mots de Roberto Goizueta, le grand patron de Coca-Cola, au moment de dévoiler au monde une toute nouvelle formule, la New Coke. Il a l'air tellement sûr de lui, persuadé que la science et les données lui donnent raison. Mais bon, derrière cette assurance de façade se cache une réalité bien plus sombre. La vérité, c'est que l'empire Coca-Cola est en fait en état de siège. Après la guerre, l'entreprise dominait tout, avec 60% du marché. Mais en 1984, cette part a complètement fondu, tombant à seulement 22%. Ce n'était donc pas une innovation, c'était un acte de pur désespoir. Et la raison de cette panique, elle avait un nom, Pepsi. Alors pour bien comprendre le geste de Coca-Cola, il faut vraiment se pencher sur la stratégie implacable de son rival. Pepsi, ce n'était plus le gentil numéro 2. C'était un challenger qui avait faim et qui était prêt à tout pour piquer la couronne. En fait, toute la bataille, c'était une question d'identité. Coca-Cola, eux, ils vendaient la tradition, la nostalgie, l'Amérique qu'on a toujours connue. Pepsi, de son côté, s'est emparé de la jeunesse, du futur, et s'est positionné comme le choix de la nouvelle génération. Ils ont brillamment transformé leur statut de challenger en leur plus grande force. Et puis en 1975, Pepsi a sorti l'artillerie lourde, le Pepsi Challenge. Le concept était simple, mais diaboliquement efficace. Des tests de dégustation à l'aveugle, partout, filmés, où les gens, souvent des fans de Coca, choisissaient le goût de Pepsi. C'était une attaque frontale et super humiliante. Et là, c'est la panique totale chez Coca-Cola. Les tests de Pepsi montraient une préférence claire pour leur boisson. Mais le pire du pire, c'est que leur propre test secret confirmait ce résultat terrifiant. 58% des gens préféraient le goût de Pepsi. Et cet avantage de goût, ce n'était pas juste une histoire de préférence, ça se traduisait directement en vente. Dans les supermarchés, là où on choisit vraiment ce qu'on achète, Pepsi était déjà passé devant. La forteresse Coca-Cola était en train de tomber. Alors face à cette menace, comment Coca-Cola a réagi ? Eh bien, l'entreprise a décidé de se battre avec les mêmes armes que son adversaire, la science et les données. Sauf qu'elle était sur le point de commettre une erreur absolument fatale. Ils ont lancé le Project Kansas, la plus grande étude de marché de leur histoire. Imaginez 4 millions de dollars, 200 000 tests de dégustation. Et les résultats étaient clairs. La nouvelle formule, plus douce, plus sucrée, battait non seulement le Coca d'origine, mais aussi Pepsi. Sur le papier, c'était une victoire assurée. Sauf que, voilà leur erreur fondamentale. Les dirigeants se sont concentrés sur le produit et ils ont complètement oublié la marque. Ils ont cassé un contrat implicite avec des millions de gens. Ce contrat, c'était cette promesse silencieuse que le Coca-Cola qu'on aime serait toujours là, le même, un point de repère dans un monde qui change. Et leur deuxième grosse erreur, elle est purement psychologique. En remplaçant l'ancienne formule, au lieu de juste proposer une nouvelle option, ils ont provoqué ce qu'on appelle la réactance psychologique. Ils n'offraient pas un cadeau, non, ils retiraient un choix, une liberté. Et la réaction a été viscérale. Et ça, chez Pepsi, ils l'ont compris au quart de tour. Le jour même de l'annonce, ils ont sorti cette pub. Ils n'ont pas attaqué le nouveau goût. Non, ils ont attaqué la décision elle-même, en la présentant non pas comme une innovation, mais comme une capitulation. Le message était limpide. Coca-Cola venait de craquer. Bon, passons maintenant à la réaction du public. Et attention, ce n'était pas juste une petite déception commerciale, c'était une véritable insurrection culturelle, un soulèvement populaire contre ce qui a été vécu comme une trahison. Écoutez un peu cette citation, ça montre bien la profondeur du truc. Pour les gens, ce n'était pas qu'un soda, c'était une institution américaine, un symbole aussi sacré que les textes fondateurs de la nation. L'attachement allait bien au-delà de la simple question du goût. Et cette autre citation, dans le même genre, montre à quel point ce changement était vu comme une violation de l'ordre naturel des choses. Le Coca-Cola original faisait partie du paysage, c'était une certitude. Y toucher, c'était toucher à quelque chose de fondamental. Et toute cette émotion, bien sûr, elle s'est vite transformée en action. Le standard téléphonique de Coca a littéralement explosé. Au pic de la crise, il recevait jusqu'à 8000 appels de plainte par jour à Atlanta. Le message du public était on ne peut plus clair. La révolte, elle a pris toutes les formes possibles. Les gens se sont mis à stocker des caisses et des caisses de l'ancienne formule. Des groupes de protestation se sont créés comme les Old Cola Drinkers of America. Il y a eu des manifs où des gens vidaient des bouteilles de New Coke dans les égouts. C'était un non massif à l'échelle de tout le pays. Et c'est là que l'histoire prend un virage, mais alors complètement dingue.
Ce qui s'annonçait comme le plus grand fiasco marketing de l'histoire s'est transformé, presque par accident, en un coup de génie totalement involontaire. Au final, tout ce chaos n'a duré que 79 jours. Face à une révolte pareille, le 11 juillet 1985, la direction de Coca-Cola a fait ce qui était impensable. Elle a capitulé. Lors d'une conférence de presse, un peu honteux, ils ont annoncé le retour de la formule originale. Et à ce moment-là, il se passe un truc de fou. Rebaptisée Coca-Cola Classic, l'ancienne formule n'a pas juste retrouvé ses fans, ses ventes ont littéralement explosé. Le public, soulagé, s'est jeté dessus. En fait, l'absence avait ravivé la flamme de manière spectaculaire. Et quand on regarde les chiffres, c'est juste hallucinant. Avant la crise, la bataille était super serrée. Après, en 1986, la préférence pour Coca-Cola a bondi à près de 55%, pendant que celle pour Pepsi s'effondrait. C'est quand même ironique. En essayant de tuer son propre produit, Coca-Cola l'a rendu plus fort que jamais. En fait, toute cette histoire, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle le paradoxe Pepsi. Les 200 000 tests de Coca n'étaient pas faux. À la petite gorgée, à l'aveugle, le goût plus sucré de Pepsi peut l'emporter. Mais dans la vraie vie, quand on achète, la décision est bien plus complexe. Elle est liée à la marque, à l'émotion, à l'identité. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, que les données seules ne peuvent pas mesurer l'émotion. Ensuite, qu'une grande marque, c'est beaucoup plus qu'un produit, c'est un symbole culturel. Et surtout, qu'écouter ses clients et savoir admettre ses erreurs, ça peut transformer un échec monumental en une victoire éclatante. Ce qui nous laisse avec cette question fascinante, non? En voulant se réinventer, Coca-Cola a failli tout perdre. Mais en faisant marche arrière, l'entreprise a rappelé à tout le monde, et surtout à elle-même, à quel point sa marque était aimée. Un échec qui, ironiquement, a cimenté sa place de roi pour des